BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coinon. Alexis Chrisef est notre second start-upper ce soir. Alexis Chrisef, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour Gift for Change, Gift au pluriel. Donc, vous allez tout nous expliquer dans une seconde. Merci d'abord de venir et d'accepter de pitcher face à nos deux investisseurs ce soir. Toujours Clara Audry de Cap Horn et Julien David Niclèche d'Iris Capital, qui n'ont pas bougé, eux, et qui vont rester jusqu'à la fin, donc jusqu'à 21h30 sur ce pitch, et décider donc qui de vous ou des mini-mondes qui étaient juste avant vous, Alexis, donc vont gagner ce pitch. Parfois c'est un partout. Hein. Ne mettez pas la pression. Vous avez 2 minutes donc pour vous tout seul d'abord. C'est parti. Merci. Bon, alors moi je vais vous parler d'un marché que vous connaissez sûrement si vous avez dans la poche une clé USB ou un stylo qui vous a été fait récemment. C'est celui de la communication par l'objet. C'est un marché colossal en France d'1,2 milliard d'euros. C'est plus que la pub radio, c'est plus que l'affichage. Mais c'est un marché qui est composé à 80% d'objets en plastique, électronique, fait loin, en Asie, pas très bien tracé. Et donc en fait c'est un marché de déchets extrêmement polluant qui est plus tellement en phase avec les attentes actuelles de la société et des entreprises qui cherchent à renforcer leurs engagements en matière de RSE. Gift for Change, la société que j'ai créée il y a 5 ans maintenant, propose une alternative tout à fait différente sur ce marché qui s'appelle l'engagement par l'objet. L'engagement par l'objet, c'est quoi? C'est une solution qui permet aux entreprises de s'engager pour des grandes causes sociales, environnementales, par le biais d'objets de communication éco-responsables, made in France. Par exemple, vous avez peut-être vu qu'à l'occasion des 25 ans du Roi Lion, Disney a ressorti le Roi Lion. Et dans ces 25 ans, malheureusement, il y a la moitié de la population des lions dans le monde qui a disparu. Donc à l'occasion du relancement du Roi Lion, Disney s'est engagé à protéger les derniers lions du Sénégal et nous avons créé pour cela un objet, celui-ci, un bracelet éco-responsable, fait en France par des ouvriers en situation de handicap dans le sud de la France, en Ariège, qui permet de reverser, qui a permis de collecter 100 000 € en faveur des derniers lions du Sénégal. C'est le cas pour toute notre gamme d'objets, ce sont des objets made in France, éco-responsables, qui permettent de lever des fonds pour des projets associatifs tels que la protection des coraux, la reforestation, des projets sociaux, des projets éducatifs, etc. Aujourd'hui, on connaît un très fort développement. On double notre chiffre d'affaires cette année. On est en train de passer le cap du million d'euros un peu symbolique de chiffre d'affaires. Et nous avons beaucoup d'ambition, bien sûr. Nous sommes proches de l'équilibre et nous pensons donc que c'est le bon moment pour accélérer, pour atteindre 10 millions d'euros d'ici 2025. Et cette barre, elle permettrait pour Gift for Change d'être parmi les entreprises les plus importantes en matière de communication par l'objet. C'est beaucoup de petites entreprises. Pour ça, on a besoin de mettre en œuvre un fort projet de transformation digitale, de communiquer, se faire connaître, structurer notre croissance, nous organiser mieux. Et c'est pourquoi nous sommes à la recherche d'1 million d'euros aujourd'hui. Bravo à vous donc Alexis pour Gift for Change. Tiens, Julien David, la première question pour changer. Alors je vais peut-être vous donner un peu plus de temps parce que la question qui vient spontanément, c'est comment les projets se sélectionnent-ils? Comment se financent-ils? J'imagine qu'il y a une plateforme entre les projets et les gens qui vont les financer. Alors si par plateforme vous entendez plateforme digitale, j'aimerais que nous ayons ça et peut-être que la levée de fonds va permettre de mettre en œuvre ça, mais aujourd'hui on sélectionne des projets associatifs qui sont pertinents au regard des clients auxquels on a affaire. Beaucoup de clients du retail d'ailleurs, donc la Fnac par exemple finance l'accès à la culture en diffusant des projections de cinéma pour les enfants malades dans les hôpitaux. Nature et Découverte s'engage pour la cause animale avec des bracelets en forme d'animaux menacés, ce qui colle bien évidemment à l'identité de Nature et Découverte. Monoprix actuellement s'engage pour des ateliers de soutien scolaire et des ateliers d'orthographe pour des enfants en difficulté parce que c'est la rentrée des classes. Donc on va trouver toujours des projets associatifs qui résonnent avec l'identité et les valeurs du client auquel on a affaire. Donc la plateforme, c'est vous, c'est-à-dire que vous allez trouver les projets un peu partout. Exactement. Et après, vous allez les communiquer aux financeurs potentiels, aux acheteurs potentiels. Alors exactement, et ça va au-delà, puisqu'une fois qu'un client a reçu ou a acheté cet objet, il va pouvoir se connecter sur Internet grâce à une URL, et il va pouvoir découvrir les coulisses du projet auquel il ou elle a contribué, voir des photos, des vidéos, télécharger un certificat et être ainsi projeté dans une expérience immersive en faveur de la cause qu'il a soutenue. Ce qui permet de créer du lien en fait entre nos clients, les entreprises, et leurs clients qui cherchent à fidéliser par l'engagement. Vos clients sont principalement des retailers ou vous avez d'autres typologies de clients à date? Alors en fait, on a 2 business en un. On a l'approche que je qualifierais d'un petit peu classique, qui est le goodies éco-responsable, qui sont des objets, encore une fois, biodégradables. C'est du bois massif français, du papier recyclé, du lin européen tissé en France. On a affaire vraiment, on a zéro plastique, zéro électronique, ce qui est assez rare dans le secteur de la communication par objet. Bien,
cette offre-là à destination, cette offre-là de goodies éco-responsables, elle va toucher tout le monde. On a des clients très variés, des très grandes entreprises, des très petites. Ça va de panier à 1 000 € jusqu'à parfois 50 ou 60 000 €. C'est très varié. On a eu 200 commandes cette année à date. La partie qu'on appelle nos campagnes retail, elles sont à destination du retail. Ce sont des objets qui sont plutôt vendus plutôt qu'offerts, qui sont distribués chez Nature et Découverte, Fnac, PhotoWeb, Sushi Shop, Monoprix, voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais principalement des retailers, Besson Chaussures, Christine Laure, Pain de Sucre, des marques comme ça, pour lesquelles, en fait, s'engager pour des grandes causes, ça redonne du sens au fait d'aller dans des magasins. Il y a une crise quand même un petit peu du retail physique par rapport, avec une concurrence très forte du retail digital. Eh bien, nous pensons que remettre du sens, remettre de l'engagement, remettre de l'expérience pour les clients de ces retailers, c'est un excellent moyen de s'engager pour là où ils sont les plus forts, c'est-à-dire la relation humaine, le sens et l'engagement. Je crois que c'est un vrai levier d'engagement et de différenciation. Et du coup, la part du chiffre d'affaires à date, l'équilibre un peu entre les goodies vendus et ceux offerts via... Alors aujourd'hui, en fait, la partie goodies, c'est presque moitié-moitié. La partie goodies, c'est 200 commandes qui représentent à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. La partie campagne retail, c'est 10 commandes qui représentent l'autre moitié. Donc vous voyez que le panier moyen n'a rien à voir. Et nos enjeux stratégiques sur les deux business sont tout à fait différents. Sur la partie goodies, on a besoin d'automatiser pour mettre le moins d'humains possible, avoir un large catalogue que les gens pourraient commander directement en ligne de manière complètement automatisée. Donc on a besoin d'investir pour ça. Sur la partie campagne retail, on a besoin de beaucoup d'humains. On a besoin d'accompagner les clients, de les accompagner avec des services, avec presque une démarche d'agence en fait, et de concevoir avec eux des campagnes sur mesure, pensées pour eux, de les fidéliser, de leur délivrer des services additionnels. Donc en fait, on a deux enjeux et c'est pour ça qu'on a besoin d'investir. Et alors justement, donc aujourd'hui, si vous deviez investir, quelles seraient les étapes d'investissement? C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez, donc on a compris, vous allez trouver les projets, vous les prenez en gros, en fait, vous faites du volume et puis vous allez le revendre de différentes façons. Ouais. Demain, vous avez un investissement, à quoi le dédiez-vous? Quelles sont pragmatiquement les étapes que vous allez parcourir? Alors, pragmatiquement, on a identifié 8 chantiers, mais je n'aurai pas le temps de les lister aujourd'hui. Mais en tout cas, un des premiers, c'est de renforcer, de mettre en œuvre la transformation digitale de notre entreprise. J'ai parlé d'un exemple, c'est l'automatisation des commandes de nos clients. Automatiser notre process de vente, ça va nous permettre d'économiser beaucoup de temps homme de notre équipe commerciale. Et donc, pour ça, on doit repenser notre site internet qui a été fait avec des bouts de ficelle jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment faire un vrai site pro. On a besoin aussi que ce site soit une opportunité de récolter de la data, de fidéliser nos clients. Donc, on a vraiment un enjeu digital qui est en première ligne. On a aussi besoin de délivrer une expérience pour les clients de nos clients, qui soit immersive, fidélisante, si possible, qui nous permette de générer de la data, là encore, et donc de fidéliser les clients de nos clients et de créer de la valeur avec ça. On a aussi besoin, pour la première fois cette année, on s'est retrouvé face à des difficultés de production, de volume de production. On travaille avec des ESAT, des entreprises qui emploient des personnes en situation de handicap, en Ariège notamment, et dans d'autres ateliers. Mais avec les volumes qu'on fait aujourd'hui, on commence pour la première fois à être confronté à certaines limites. Donc on a besoin d'investir dans des solutions alternatives, de dédoubler nos ateliers, d'optimiser notre production. Donc là aussi, on a besoin d'investir. On a besoin de notoriété, de visibilité. Ce soir, j'espère que l'émission y contribuera. Et donc, on a aussi besoin d'investir là-dessus. Et puis, on a besoin d'investir globalement sur la structuration, l'organisation de notre équipe, le coaching de nos nouveaux managers. On a mis en place une équipe de direction qui nous permet de structurer. On est 10 personnes aujourd'hui, donc on commence à avoir des besoins de structuration. Voilà les principaux investissements que je mènerai grâce à cet argent. Justement, c'était l'une de mes questions sur la production et sa scalabilité. On peut peut-être pas trouver des équipes comme vous les avez dénichées à date pour produire 10 fois, 100 fois le nombre de goodies que vous faites aujourd'hui. Alors, est-ce que ça va être par peut-être aller dans d'autres territoires? Est-ce qu'on va... Est-ce que vous savez combien il y a d'ouvriers en situation de handicap en ESAT dans le secteur adapté et protégé en France? Non. Il y en a 100 000. Okay. Est-ce que vous savez combien on travaille aujourd'hui? Avec 20. Ok. Donc on a un petit peu de marge de progression. Bien sûr, on ne va pas occuper tous les ouvriers en situation de handicap, mais je trouve que la solution de travailler avec des ESAT est extrêmement efficace, très productive, très flexible. Elle est locale, donc on est beaucoup plus réactif. On peut faire des petites productions, mais aussi des très grosses. Alors oui, on va avoir besoin d'équiper, d'investir dans des machines, de structurer notre process, d'être un peu plus exigeant en matière de suivi des procédures également, mais franchement, on a une marge de progression énorme et ce serait plutôt pénalisant d'aller à l'étranger aujourd'hui pour nous que de continuer à être dans l'ultra-local. Ultime question. On sent de l'émotion quand vous parlez des ESAT.
Comment en êtes-vous arrivé à faire ce projet ? C'est vrai que c'est quelque chose qui me touche assez personnellement. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je bosse déjà. Et j'ai toujours travaillé dans des projets d'entrepreneuriat social parce que je suis passionné par l'idée que l'entreprise est un des meilleurs acteurs pour transformer la société. Les associations sont engagées très fortement depuis longtemps, mais elles sont confrontées actuellement à une crise du don, notamment en raison de l'évolution de la fiscalité et de nombreuses pressions qui font que c'est compliqué pour elles de financer leurs actions. Les gouvernements, on le voit, sont de plus en plus limités dans leur champ d'action. Ils sont parfois un peu timorés. Il reste un acteur qui nous a en partie mis dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la crise écologique, la crise sociale que nous traversons. Eh bien, si le problème vient en partie, et en grande partie même, je pense, de l'entreprise, je pense que c'est aussi l'entreprise qui est la mieux armée pour nous sortir de cela. Donc, en créant des entreprises sociales, engagées comme les nôtres, j'espère qu'on peut être un exemple qui va en inspirer beaucoup d'autres et contribuer ainsi massivement à la transformation sociétale, à la transformation de la société et à la résolution de notre crise écologique.